IDFM 98 FM. Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous, un au-delà du miroir. Ce soir avec un ethnologue et philosophe qui a travaillé 10 ans dans la solidarité internationale, le CCFD. Il est l'auteur des voleurs d'ombre. Il est aussi l'auteur de l'univers religieux des bergers de Losangat. En 2011, il vient de publier au Seuil, Blanche est la terre. Cet homme est dans les studios et je le remercie. Il s'appelle Xavier Ricard Lanata. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors c'est quoi un ethnologue? Comment on devient ethnologue? Il faut faire des études? Qu'est-ce qui se passe? Pour être ethnologue, il faut avant tout aller vivre auprès de personnes qui appartiennent à des cultures très différentes des nôtres. Parfois, évidemment, plus l'écart est grand, plus le dépaysement est important et plus aussi les leçons que l'on est amené à tirer de cette expérience de décentrement sont fortes, sont puissantes, mais on n'a pas nécessairement l'obligation d'aller sur un terrain très éloigné du nôtre pour être ethnologue. Il suffit donc de faire un terrain de recherche et d'essayer de comprendre comment sur un territoire donné fonctionnent des sociétés avec leur système de représentation, avec leurs pratiques, avec leur univers symbolique, avec leur mode de production, et de rendre compte de tout cela. Pourquoi ? Pour essayer de comprendre ce qu'il y a d'universel en l'homme, ce que nous sommes finalement, quelles que soient nos origines, quel que soit le lieu où nous habitons. Il y a toujours une leçon à tirer de cette expérience un peu radicale de décentrement, et je crois que c'est la contribution de l'ethnologie à la compréhension de ce qui nous constitue en tant qu'hommes, et c'est ce que j'ai pour ma part voulu faire en allant dans les Andes. Alors, il n'y a pas une école d'ethnologie ou d'ethnographie, il faut aller sur place. Il y a évidemment une formation, bien entendu. Moi, je suis docteur en ethnologie, donc j'ai fait des études à l'université, dans une école doctorale d'ethnologie, d'anthropologie sociale. Et ça dure combien de temps ? Le doctorat, normalement, c'est 3 ans minimum, et puis vous pouvez évidemment prolonger votre terrain de thèse et la durée de vos recherches au-delà de ces 3 ans. Moi, pour ma part, il m'a fallu 4 ans pour écrire mon premier ouvrage dont vous avez parlé, qui s'appelle Les voleurs d'ombre, qui est le produit de cette recherche que j'ai faite sur les flancs du massif de Lausangate, qui est la grande montagne au sud de Cusco, où vivent des bergers à 5000 mètres d'altitude, donc à des altitudes où on ne peut pas pratiquer l'agriculture, on ne fait que élever des animaux, des lamas et des alpagas. Et cette société a évidemment des particularités qui la différencient, qui la distinguent de sociétés, y compris dans les Andes, mais à des altitudes moindres, qui pratiquent l'agriculture ou qui sont plus en rapport avec les centres urbains. Là, j'étais dans un lieu très isolé. Et ça a été pour moi une école de vie extraordinaire et qui m'a enseigné beaucoup de leçons qui m'accompagnent encore aujourd'hui dans ma manière d'envisager les problèmes du monde. Donc c'est pour ça que je dis que les Andes ne sont pas seulement porteuses d'un message qui ne concernerait qu'elles en quelque sorte, mais elles sont porteuses d'un message qui peut être utile pour des personnes habitant sous d'autres cieux. Alors vous avez fait Sciences Po d'abord. Vous êtes d'accord? Après, vous deviez faire votre service militaire. Vous avez voulu la faire dans la coopération et on vous a embarqué d'abord en Afrique. Voilà, j'ai commencé. Alors évidemment, déjà à cette époque, je voulais partir au Pérou et je voulais travailler dans les Andes parce que je suis franco-péruvien, donc j'ai toute une part de mon histoire personnelle qui est liée à ce pays. Et depuis petit, j'ai éprouvé une fascination pour les montagnes et la culture andine. Mais je n'ai pas pu le faire immédiatement, donc l'opportunité s'est présentée à moi à l'époque où existait encore le service de la coopération, le service militaire obligatoire et la composante civile du service militaire qui comprenait la coopération internationale. Donc je suis parti au Zimbabwe et ça a été ma première expérience d'ethnologue puisque j'ai vécu pendant 2 ans auprès de sociétés traditionnelles qui sont établies au nord du pays, à la frontière avec la Zambie, dans la forêt sèche de la vallée du Zambèze, et qui sont des sociétés qui parlent le Shona, qui parlent aussi l'anglais, mais dont la langue vernaculaire, la langue qu'ils emploient au quotidien, c'est le Shona. Donc j'ai dû apprendre le Shona. Et cette première expérience m'a énormément stimulé sur tous les plans.
Et ça n'est qu'ensuite que j'ai rejoint le Pérou pour travailler auprès des bergers. Alors vous avez appris le Shona, et c'est quoi ces langues à clic là, le Khoisan? Les langues khoiséanes. Khoisan, c'est quoi les langues à clic? Les langues à clic, ce sont des langues qui se parlent au sud du Zimbabwe, c'est-à-dire que le Zimbabwe est en quelque sorte linguistiquement divisé en deux. Vous avez une partie nord qui est shonaphone, et vous avez une partie sud où on parle le Ndebele, et le Ndebele fait partie des langues khoiséanes qui sont en fait les langues que l'on trouve dans toute la partie sud de l'Afrique, la zone australe. Et alors on les appelle à clic parce que dans la prononciation il y a quelque chose de très marquant, c'est que on produit des sons un peu comme ça, des clics qui n'ont pas d'équivalent dans d'autres langues, et donc c'est un trait distinctif de ces langues-là que d'être associé à ces sons. Mais ça n'est pas le cas du Shona. Le Shona est une langue bantoue, et les langues bantoues, elles, sont répandues dans toute l'Afrique depuis le golfe de Guinée jusque donc à la moitié à peu près du Zimbabwe. Et ce sont des langues qui se sont répandues au fur et à mesure que les agriculteurs qui venaient de la zone centrale de l'Afrique, du golfe de Guinée, progressivement faisait la conquête de toute l'Afrique. Ça s'est produit il y a très très longtemps, ça s'est produit au 2e, 3e siècle de notre ère. Il y a eu une très très vaste migration, et toutes les populations qui précédaient les Bantous, qui étaient des populations de chasseurs-cueilleurs, dont subsistent encore des traces un peu partout en Afrique, par exemple les pygmées, qui vivent en forêt, dans la forêt équatoriale, en Afrique centrale, on les trouve aussi un petit peu partout dans d'autres régions, sont des chasseurs-cueilleurs, mais ils ont été progressivement remplacés par ces agriculteurs sédentaires ou semi-nomades qui venaient de la zone du Golfe de Guinée et qui ont remplacé ces populations nomades de chasseurs-cueilleurs. Et c'est le cas au Zimbabwe. Et donc les Shona sont venus s'implanter dans cette région de la vallée du Zambèze il y a fort longtemps. Et donc j'explique un petit peu ce qui les distingue d'autres sociétés, ce qui les caractérise en tant que peuple. Et puis donc là-bas vous avez une mission. Cette mission, c'est de regarder les couloirs un peu, c'est-à-dire de faire un peu l'inventaire des terres, puisque l'Afrique, c'est un peu comme partout, la terre a tendance à diminuer, les forêts aussi, oui. Donc il y a moins de place pour les bêtes. Oui. Et vous dites finalement qu'il n'y a pas de coexistence pacifique entre l'homme et la grande faune sauvage si certaines densités maximales sont dépassées. Vous parlez de ces éléphants là dans le champ de maïs. Voilà. Alors il y a eu une période pendant laquelle on a voulu sortir d'une politique de conservation qui date des années 60-70. Et qui consistait à multiplier les parcs et les réserves naturelles où les animaux pouvaient vivre à leur aise sans interférence avec l'homme. Et on s'est aperçu que cette politique, évidemment, finissait par produire des îlots qui étaient menacés par le développement urbain ou le développement de la production agricole autour des parcs, et que donc les parcs ne pouvaient pas vivre s'il n'y avait pas une zone tampon qui elle-même était suffisamment bien gérée pour que la pression anthropique, comme on dit, ne soit pas trop forte. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans la zone communale de Dande, qui jouxte un parc au nord du Zimbabwe, et qui, elle, de tout temps, avait été peuplée, depuis donc une période très ancienne, comme je dis, avait été peuplée, mais faiblement peuplée, par des populations shonaphones, qui vivaient en bonne intelligence, si je puis dire, avec la faune sauvage. Il y avait évidemment des tensions, mais dans la mesure où les densités étaient faibles, ces tensions étaient socialement acceptables, disons. Et puis le problème qui s'est présenté à partir des années 80, c'est que pour trouver des réponses à la croissance démographique, compte tenu du fait que ailleurs dans le pays les terres étaient déjà occupées, notamment par des fermes commerciales, et la population qui n'avait plus accès à des terres de bonne qualité, ne pouvait pas vivre, s'est vue progressivement contrainte de se déplacer dans ces zones qui étaient des zones d'accès difficile, peu fertiles, envahies d'ailleurs par la mouche tsetse. Il y a un problème
problème déjà de développement de l'élevage parce que les vaches ne sont pas résistantes à la mouche tsetse, sauf des races rustiques très anciennes mais qui sont peu disons utiles sur le plan agricole. Donc, le gouvernement zimbabwéen a multiplié des programmes, d'abord d'éradication de la mouche tsetse, puis de subventions et de soutien à l'installation de migrants le long d'un front pionnier qui s'est déplacé progressivement vers le nord dans ces zones jusqu'alors faiblement peuplées. Et donc, à partir du moment où cette densité a commencé à augmenter, eh bien, les conflits avec la faune sauvage, la grande faune sauvage africaine, les éléphants, les hippopotames, etc., sont devenus beaucoup plus fréquents. Alors, quelle a été la réponse de la France, qui a proposé de venir en aide au Zimbabwe à l'époque sous la forme d'un projet de coopération et de conservation de la biodiversité? Ça a été de dire, bon, très bien, on peut dans certaines zones accroître la pression anthropique, développer davantage l'agriculture et notamment la production du coton, parce que le coton est une culture de rente, c'est-à-dire qu'elle permet d'avoir accès à des ressources monétaires. Mais il faut que ces installations soient programmées, planifiées. Il faut qu'on ait un plan d'occupation des sols à peu près, disons, viable, qui garantirait des espaces de circulation, parce que les animaux ne peuvent pas se retrouver. Voilà, donc les fameux couloirs. Il faut des corridors de transhumance pour que les éléphants, les animaux puissent se déplacer d'est en ouest, accéder aux points d'eau lorsque les points d'eau sont secs dans une partie de leur territoire, aller se rassasier et s'abreuver ailleurs. Donc on a essayé de ménager des corridors de circulation pour faire en sorte que cette coexistence soit possible et soit viable à long terme. Et puis malheureusement, comme vous le disiez, cette pression n'a cessé de croître et finalement l'idée même de corridor a fini par devenir difficile à tenir dans les faits. Et c'est regrettable, mais évidemment c'est le produit aussi de choix politiques qui ont été faits par le gouvernement zimbabwéen. C'est-à-dire qu'il y a eu progressivement au Zimbabwe, disons, une désindustrialisation à partir des années 90, qui fait que l'économie est faiblement diversifiée et que donc les personnes qui ont besoin de survivre n'ont d'autre solution que d'aller chercher des nouvelles terres pour y pratiquer l'agriculture de survie et des agricultures de type commercial comme la culture comme le du maïs coton. aussi. Et comme le maïs aussi, voilà, absolument. Alors, là-bas, vous rencontrez... comment ça s'écrit? Ça s'écrit H-O-M-W-E, ou Spirit Medium. Les Homeway. Alors, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que ça s'écrit comme homme avec un W à la place du M. Oui, et puis vrai. après, on ira sur l'animu, Oui. qui est pas loin de l'animus. Uh-huh. Donc, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des rapports avec donc ces hommes spirit medium que vous avez rencontrés là-bas. Alors c'est toute la particularité du dispositif ou du système rituel des Koré-Koré du Zambèze, c'est que leur système religieux repose sur le culte des ancêtres. Qui sont ces ancêtres? Ce sont finalement les fondateurs des lignées dont les populations actuelles sont les descendantes. Donc ce sont les premiers chefs en quelque sorte qui se sont établis dans cette région et dont on conserve le souvenir, la mémoire. Et alors ils interviennent. Alors ces chefs ne sont pas simplement un objet littéraire comme ça pourrait être le cas chez nous, parce que nous avons évidemment la mémoire de nos grands rois qui ont fait la France, comme on dit. La différence, c'est que au Zimbabwe, il est possible d'entrer directement, ou disons par le truchement, par l'intermédiaire de ces Homeway, de ces spirit mediums, d'entrer en rapport avec ses ancêtres. Bon, c'est assez saisissant finalement. C'est comme si nous, on avait tout d'un coup, à l'occasion d'une cérémonie rituelle, la personne de Saint-Louis qui venait prendre part au milieu de l'assemblée et donner son avis sur les affaires humaines. Et donc chaque fois que des décisions d'importance doivent être prises qui concernent la descendance de ce chef, et notamment l'usage des décisions qui portent sur l'usage qu'il convient de faire des ressources,
eh bien, on en appelle à l'arbitrage ou à la décision de l'ancêtre. Voilà. Donc, moi, j'étais confronté à ça directement puisque le projet dans lequel je m'inscrivais proposait aux populations locales des décisions de cette nature. Voilà, on va faire un corridor ou alors on va établir une petite ferme d'élevage pour les impalas pour que vous ayez accès à des protéines. Enfin bon, tout ça, ça impliquait évidemment un certain usage des ressources. Donc, le projet ne pouvait pas être mis en œuvre s'il n'y avait pas, à un moment donné, une intervention de l'ancêtre. Et donc, j'ai été amené à assister, en tant qu'ethnologue associé au projet, à plusieurs réunions de ce type, où des décisions étaient prises, dont il fallait ensuite que je me fasse l'écho auprès des techniciens du projet qui, eux, ne comprenaient pas nécessairement pourquoi telle ou telle décision avait été prise, quels avaient été les enjeux de la discussion. Et en fait, on s'aperçoit évidemment que le spirit medium, qui est rituellement possédé, il entre en transe, sa voix change, il se met à parler sur un mode tout à fait particulier, et donc ça n'est plus lui qui parle, c'est l'ancêtre. Mais en réalité, évidemment, la conscience du support de cette incarnation, qui est le spirit medium, n'est pas abolie pour autant. Donc le spirit medium est parfaitement conscient de ce qu'il dit. Et évidemment, la parole de l'ancêtre, elle s'accommode aussi à une certaine analyse que fait le spirit medium des rapports de force entre les différents groupes qui composent le corps social auquel il s'adresse. Autrement dit, vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord sur l'usage qu'il convient de faire de ces ressources. Et le spirit medium va être, par sa capacité d'analyse, sa capacité de compréhension, disons, des points d'équilibre fondamentaux qui structurent et qui maintiennent le groupe dans un état de cohésion, va être celui qui peut donner une parole légitime qui correspond en fait à l'équilibre que chacun cherche, mais qu'aucun ne peut dire parce qu'aucun n'a, disons, la légitimité requise pour le faire. Donc, il y a une espèce de fonction de décentrement là, et disons de regard un peu surplombant qui est exercé par le spirit medium, mais qui est d'autant plus légitime et qui rencontrera finalement l'accord du corps social. Elle l'est d'autant plus que le spirit medium est un fin connaisseur des rapports de force et finalement des lignes de fracture essentielles, fondamentales, en même temps que des lignes de cohésion et d'unité du groupe social dont il fait partie. Donc il est médium et médiateur. Il est médium et médiateur, absolument. Alors vous avez assisté aussi à la chasse aux sorcières ? Oui, alors évidemment... C'est trop drôle, parce que, bon, en vérité, on les reconnaît pas au départ. Oui, absolument. Expliquez-nous, alors. Il y a comme dans toute société, vous avez des personnes qui sont jugées plus ou moins bienveillantes ou plus ou moins malveillantes, et évidemment, on a souvent tendance à identifier certains individus comme étant facteurs de disruption ou facteurs de tension, de dissension à l'intérieur de la communauté. Et donc ces personnes-là, elles sont mises au banc, elles sont pointées du doigt, et on les accuse d'avoir recours plus ou moins à des pratiques de sorcellerie pour parvenir à leurs fins. Donc là aussi, la chasse aux sorcières, ça n'est pas quelque chose qui serait, comment dirais-je, l'apanage de chacun. Enfin, il ne nous appartient pas de nous faire justice nous-mêmes. En l'occurrence, même chez les Coré, ça n'est pas à telle ou telle personne de se faire justice quand elle accuse telle ou telle personne d'être une sorcière. Il faut en passer une fois encore par l'appréciation, par le jugement de l'ancêtre. Et donc, il y a des cérémonies qui sont des cérémonies où on réunit toutes les femmes. On réunit des femmes. Les accusations sont portées. Et puis, il y a des rites quasiment alors je dirais pas il s'agit pas de laver les sorcières de leurs péchés, mais enfin on essaye d'expurger ce qu'elles peuvent avoir de maléfique, et on les contraint à d'une part avouer leurs pratiques et puis d'autre part à y renoncer, quoi. Voilà. Donc tout ça se passe
Tout ça, ça se passe dans des cérémonies auxquelles les femmes prennent part, parce que il s'agit souvent en effet de femmes. Et donc elles avouent toutes ou elles ont intérêt à avouer? Non, pour autant que je puisse en juger, elles ont intérêt à avouer. Oui. Alors après, donc ils jettent les têtes des chèvres qui viennent de décapiter dans la rivière. Ça a l'air assez barbare. Et ils attendent le climax. Hein. C'est quoi le climax? C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous voulez, dans la fête ou dans la cérémonie, où cette tension qui s'est accumulée progressivement au cours des mois qui ont précédé la cérémonie, et puis ensuite pendant la cérémonie elle-même, où on danse, on chante, et progressivement, évidemment, le spirit medium lui-même entre en transe, et pour entrer en transe, il est encouragé par des chants. Les femmes se entrent dans une forme de chant qui est quasiment un peu comme un mantra qu'on récite, si vous voulez. Ça met tout le monde dans un état second, à commencer par le spirit medium. Et effectivement, cette tension monte jusqu'à ce que, finalement, il y a une sorte de libération qui s'effectue, et les femmes sorcières sont condamnées. C'est quasiment comme un exorcisme, si vous voulez. On essaye de sortir d'elles cette force maléfique qu'on met dans les chèvres. Voilà. Ouais. Alors, on va faire une pause musicale, mais qui va nous amener directement. Je pense que Familia Pilco, c'est les Andes. C'est les Andes. On part dans les Andes, et voilà. On y sera aussi en deuxième partie d'émission. À tout de suite. Seconde partie de cette émission, donc Xavier Ricard, Lanata, vous allez nous dire un peu ce qui est derrière cette Familia Pilco al despertar. Je voyais désespoir, mais c'est pas le désespoir. Non, c'est le réveil. Mais en effet, la mélodie est très triste. C'est une famille de musiciens qui est établie de très longue date à Cusco. Ils jouent du violon, mais ils interprètent de la musique traditionnelle andine. Et cette musique, évidemment, elle a des origines précoloniales, mais elle a ensuite été très influencée par la musique espagnole. Et elle a emprunté au répertoire espagnol des thèmes, mais aussi des instruments, puisque là, on joue du violon, ce qui n'est pas un instrument traditionnel des Andes. Plutôt la flûte. Voilà, c'est plutôt la flûte, exactement. Tout type de flûte d'ailleurs, et là ce qu'on a écouté, c'est un yalavi, c'est-à-dire vraiment un chant de mélancolie, un chant de tristesse, de nostalgie, qui est un sentiment très particulier, très propre à l'Amérique latine. Je pense que l'Amérique latine est un continent profondément nostalgique. Très chrétien, on voit ça dans votre livre. Très chrétien, sans doute, oui. Très influencé par le christianisme, oui, qui s'y est établi avec force. On a extirpé les idolâtries manu militari, si je puis dire, mais en même temps qui conserve des racines précoloniales très puissantes. Enfin, une religiosité parallèle à la religiosité chrétienne, qui se donne à voir plutôt dans le contexte des rites domestiques, à la maison, quand il s'agit de s'occuper du bétail. Et moi, j'ai montré dans mon livre que, dans le premier livre que j'ai écrit, dans Les Voleurs d'Ombre, j'ai montré que les deux religiosités coexistaient, et que, évidemment, l'une n'avait pas totalement remplacé l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et qu'il y avait évidemment des moments où des tensions pouvaient exister entre les deux, ou au contraire des superpositions, mais que dans d'autres contextes, dans d'autres circonstances, on avait recours à des systèmes symboliques qui restaient profondément précoloniaux. Donc cette hybridation qui n'est que partielle, en quelque sorte, ce mélange qui n'est pas totalement syncrétique, est très caractéristique des Andes, mais je crois que dans toute l'Amérique latine, il y a des phénomènes de cette nature. Et je parlais de nostalgie tout à l'heure parce que je pense que c'est un continent qui a la nostalgie du territoire perdu, du bien perdu, comme on dit, el bien perdido, c'est-à-dire cette époque antérieure à la conquête, que l'on a fini par évidemment considérer comme une époque bénie, comme un âge d'or, celui de la terre sans mal. Et je crois que d'une certaine façon, les Sud-Américains actuels demeurent inconsolables de la perte de cet âge d'or, ou de ce monde sans mal,
Et vous savez que cette image de la terre sans mâle, en fait, elle est explicitement logée dans les mythologies Tupis en particulier, hein, les Tupis qui ont migré depuis la côte brésilienne où ils ont été progressivement repoussés par les Portugais et qui ont, à l'arrivée des Portugais, entamé une longue migration vers l'ouest à la recherche de la terre sans mâle. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Et donc ce mouvement Tupi, en fait, c'est un peu la migration intérieure à laquelle les Sud-Américains sont attachés et qui les renvoie régulièrement à cet exercice un peu de mémoire et de retour vers une époque révolue. Alors, en l'espèce, là, pour ce qui concerne les bergers des Andes, il y a évidemment toute la référence à l'Empire Inca, au passé précolonial qui était le passé Inca, et même à une époque antérieure à l'Empire Inca, puisque les Incas eux-mêmes se sont implantés tardivement. Hein, ils ont conquis des peuples qui n'étaient pas du tout inscrits dans une logique de fédération comme a été l'Empire. Et ces peuples ont conservé, même à l'époque Inca, des traits de culture qui étaient préexistants à la conquête. Donc vous voyez, quand on fait de l'ethnologie, on remonte très très loin dans l'histoire et on trouve des choses qui en fait nous renvoient à des périodes révolues. Donc il y a une dimension un peu archéologique dans le travail ethnologique aussi. Hein. Alors vous êtes quand même parti donc dans les Andes, vous allez finir par y aller. Et il y a une chose que vous supportez pas, c'est la nourriture. Vous dites ça, j'aurais pas à manger. C'est à la page 19, je sais plus quoi, une espèce de soupe de pois, de je ne sais quoi. Ça, vous avez pas pu vous y faire. C'est pas très riche, donc on mange. Le chuño, c'est-à-dire le chuño, c'est une pomme de terre que l'on congèle, décongèle pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en mesure de germer. Parce que comme vous savez, les pommes de terre, quand vous les achetez, ça germe. Et donc ça se conserve pas. Hein. Au bout d'un certain moment, vous n'avez plus que un petit truc rabougri et puis vous avez une tige qui... Mais il faut la remettre en terre, ça fait d'autres patates. À ce moment-là, il faut la remettre en terre. Mais quand vous voulez conserver, quand vous habitez très très haut et que les terres sont gelées, la plupart du temps dans l'année, vous pouvez pas cultiver la pomme de terre. Donc vous allez vous procurer de la pomme de terre au moment de la récolte. Et puis, vous allez en faire votre pitance pour le reste de l'année. Donc, comment conserver la pomme de terre pendant 1 an sans qu'elle germe? Et ben, il faut pour cela la soumettre à des cycles de congélation, décongélation comme ça pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'elle se stérilise en quelque sorte. Mais évidemment, ça donne un tubercule un peu racorni, qui est extrêmement amer, hein, qui a un goût âcre même. Hein. Et pour qui n'y est pas habitué, c'est un goût tellement puissant que voilà, c'est très difficile de s'y faire, à moins au contraire d'adorer du premier coup. Mais moi, pour ce qui me concerne, ça a été très dur. Et là, j'ai pris la mesure du fait que les habitudes alimentaires sont peut-être ce qu'il y a de plus difficile à modifier dans nos modes d'être et nos manières de nous comporter, parce qu'elles ont une inscription quasiment physique, hein, dans nos propres déterminations corporelles, physiques, hein. Donc c'est pas seulement une affaire de volonté, c'est très très difficile de modifier ces habitudes. Alors il y avait quand même de temps en temps cette espèce de soupe venait parfois agrémenter une pièce d'alpaga bouillie, mâchoire ou crâne dont on voyait surnager les morceaux dans le bouillon. Ça devait pas vraiment donner envie en plus de manger si... Bah écoutez, quand vous avez faim, vous finissez par trouver que tout morceau de viande mérite qu'on lui donne ce qui lui est dû, qu'on le traite avec honneur, et donc vous finissez par vraiment gratter le moindre petit morceau de chair qui reste accroché à l'os, parce que les protéines sont rares, hein. En réalité, les bergers ne tuent pas leurs bêtes, bien entendu. Non, ils les considèrent comme leurs frères, d'ailleurs. Et voilà, ils ont déjà des rapports extrêmement forts avec leurs animaux, et puis évidemment, c'est un capital, puisque ces bêtes-là, qui sont tondues une fois par an, leur fournissent le peu d'argent dont ils peuvent disposer pour se procurer tout ce dont ils peuvent avoir besoin par ailleurs. Donc on ne tue pas les animaux sont tués par des renards souvent d'ailleurs, ou par le froid ou par la maladie, et quand un animal meurt, généralement d'ailleurs ce sont des nouveau-nés, hein, à la saison des mises-bas,
on conserve les cuisseaux, on conserve tout ce qu'on peut conserver aussi longtemps que possible, et donc de temps en temps ça finit dans la soupe. Alors quand même, ça n'a pas été de tout repos, hein, parce qu'à un moment vous dites je sombrais alors dans une ténébreuse méditation qui s'achevait à la nuit tombée par des sanglots sur ma paillasse d'impuissance. Oui. Ça, c'était votre premier voyage là-bas. C'est-à-dire, et moi, je suis arrivé, et c'est là qu'on prend conscience du caractère très artificiel de la relation ethnologique. Hein. Je suis arrivé dans un lieu où je n'étais pas connu, et je n'étais pas annoncé. Et donc il y a c'est totalement artificiel ma présence dans ce lieu-là. J'ai beaucoup de chance d'avoir été accueilli parce que rien ne les obligeait à le faire, si ce n'est une tradition d'hospitalité propre à toutes les sociétés de montagne, je pense. Mais pendant les premiers mois, il était hors de question pour eux de se livrer à cet inconnu que j'étais. Et donc j'ai effectivement passé 2 mois à essuyer des refus. Et à me retrouver confronté à une solitude quasiment abyssale. Oui, parce que en plus, non seulement vous êtes seul, mais en plus vous êtes seul dans un paysage agreste extrêmement hostile, très très dur. Hein. Il fait très très froid, il neige toute la journée, où il pleut. Vous êtes seul sur votre promontoire à observer les bêtes. Mais c'est vous qui aviez décidé d'être là-bas, non ? Alors moi, j'avais décidé d'aller là-bas parce que c'était un lieu qui avait fait l'objet de très très peu de recherches. Et puis parce que par ailleurs j'ai une appétence personnelle pour les déserts. Hein. J'ai toujours été attiré par l'aridité, par le désert, par une forme d'exigence ou d'ascèse que je prêtais volontiers à ces bergers. D'ailleurs, j'ai pas été déçu de ce point de vue. Et donc il y avait évidemment. Les ethnologues ne choisissent pas non plus leur terrain par hasard. Enfin, il y a aussi un goût. Hein, ouais. Puisqu'on parle de goût, vous parlez de Saint-John-Père. Est-ce que vous avez goûté à l'eau des sables ? Eh ben oui, c'est une très belle citation. Je pense que j'ai goûté à l'eau des sables. Oui, je pense que j'ai goûté à l'eau des sables. C'est-à-dire que on ne peut en effet toucher au fondement de ce qui est humain qu'au prix d'un certain dépouillement et d'une certaine soif. C'est quoi l'eau des sables ? L'eau des sables, c'est cette fraternité, je pense, que vous reconnaissez comme la chose la plus précieuse lorsque vous êtes dépouillé de tout le reste et que vous ne pouvez plus compter sur vous. Donc quand vous avez soif de l'autre. Et cette soif de l'autre, vous ne l'éprouvez parfois qu'à la condition d'un certain dépérissement intérieur, quoi. Voilà. Et les bergers, en l'occurrence, quand vous les rencontrez dans des contextes où ils sont porteurs, par exemple, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des excursions aujourd'hui dans les Andes. Et ils traversent des villages où ils côtoient des habitants, soit parce qu'ils doivent leur acheter quelque chose, soit parce que voilà, ils prennent part à leur trek en portant leurs affaires. Mais dans ces conditions, vous êtes peu amené à reconnaître la part commune d'humanité qui vous lie à cet homme ou à cette femme, parce que vos situations sont tellement différentes et finalement vous êtes tellement nantis vous-même, vous êtes tellement riche, abondant de biens et de votre propre voyage, quoi. Vous êtes dans votre propre voyage, en quelque sorte. Les personnes qui y prennent part ne sont que des accessoires. Donc, dans cet état-là, il est difficile de les reconnaître pleinement pour des êtres humains ou pour des frères. Il faut faire comme vous avez fait, il faut s'arrêter. Eh ben, il faut s'arrêter. Ouais. Et il faut s'arrêter et il faut peut-être s'exposer à une forme de dépendance à l'autre, ou en tout cas s'installer dans une fragilité intérieure qui vous oblige à faire de l'autre votre égal. Alors c'est peut-être un peu ça que voulait dire Saint-John-Perse en parlant de l'eau des sables, parce que le sable, évidemment, c'est le désert. Donc il y a un désert intérieur que on finit par éprouver dans ces circonstances-là. Et dans ce désert-là, l'autre vous devient la source vive, quoi. Vraiment la source d'eau, la source de vie. Mais je pense que vous avez été cette eau pour quelqu'un d'autre. Vous avez failli à la fin du livre, quand vous parlez du soleil, là, que vous étiez 2 sur une route, et vous en perdez un des 2 et il se met à faire très froid et vous êtes sur un bord vous avez failli perdre votre ami, lui qui a failli, lui il s'en est sorti, c'est vous qui avez failli finalement. Ben oui, moi je n'avais dit, c'est amusant que vous évoquiez cette anecdote ou cet épisode, parce que il est pour moi un peu significatif, c'est-à-dire que
En effet, je ne pensais qu'à mon ami. Je me suis mis moi-même en danger à force de le chercher. En danger grave. En danger grave, puisque j'aurais pu perdre la vie, oui. Je me suis retrouvé seul à 5400 mètres d'altitude et pratiquement sans aucun autre vêtement que ma chemisette. Avec moins quelque chose. Et évidemment, la température, dès que le soleil se couche, devient négative. Donc j'avais très très froid. Et pourtant, je n'avais d'autre pensée que de secourir mon ami. Finalement, ça s'est bien terminé puisqu'il avait réussi à trouver un refuge chez un berger. Il était bien au chaud, tranquille. Lui, il était bien au chaud, tranquille, pendant que moi, je me cassais pratiquement les membres à le rechercher dans les séracs et en escaladant des blocs de pierre. Mais pour moi, oui, c'est significatif d'une certaine reconnaissance de la valeur cardinale de la vie, quoi, et en tout cas de la valeur cardinale de ce lien qui m'avait en quelque sorte noué à lui. Et je n'ai pas eu d'autre pensée que de le sortir de là où il se trouvait, où je pensais qu'il se trouvait, jusqu'à ce que finalement je finisse par atterrir dans le même refuge que celui où il se trouvait lui. Alors ça a été un pur hasard, mais on s'est retrouvé à 4h du matin. Moi j'étais exténué et là je l'ai vu. Il avait été secouru par un berger justement. Donc vous avez arpenté toute la nuit jusqu'à tant que le soleil se lève. Jusqu'à ce que la lune se lève. Parce qu'en réalité, la lune s'est levée vers 3-4 heures et ça n'est qu'à cette heure-là que le reflet de la lune sur la toiture de zinc du refuge d'altitude où se trouvait ce berger m'a permis d'apercevoir le refuge en question. Et donc j'ai cru qu'il s'agissait d'ailleurs d'une lumière. Moi j'ai de vue de très très haut parce que j'étais sur les glaciers. Je voyais cette lumière en contrebas. Je me suis dit mais il y a quelqu'un qui fait du feu ou en réalité c'était le reflet de la lune sur le zinc du toit. Et pourtant vous entendiez une radio, quelque chose. Alors ça c'est au début à la tombée du jour, j'entendais vaguement une radio, mais vraiment c'est quelque chose qui me revenait. Je savais pas si ça venait oui, vous savez il y a des répercussions sur les parois rocheuses, donc j'étais incapable d'identifier l'origine de ce son. Donc j'ai hurlé jusqu'à en perdre presque l'usage de mes cordes vocales. On ne devient pas fou dans ces cas-là, parce que ça a duré des heures. Ça a duré des heures, oui. Je pense que il y a un instinct de survie. Pour me garder au chaud, je ne cessais de marcher. Parce que je savais bien que si je cessais de marcher, j'allais immédiatement, ma température allait chuter. Vous marchiez, mais que sur une petite Alors je distance. marchais sur le petit morceau, segment de chemin qui était à peu près, qui était à peu près, dont j'arrivais à peu près à distinguer la trace. Dans l'obscurité totale, puisque comme je dis, il y avait pas de lune, il y avait rien, voilà. Donc il y avait un petit morceau. Et alors je faisais les allers-retours, les 100 pas, sans arrêt, pendant des heures et des heures et des heures, tout en appelant mon ami, oui. Alors là, on va mettre une musique un peu moins triste. On va mettre Los Campesinos. Los Campesinos, voilà. He visitado Paucartambo, hermosa tierra, tierra bendita. He visitado Paucartambo, hermosa tierra, tierra bendita. Voilà, on remercie les Los Campesinos, on les remercie beaucoup. Blanche et la terre, c'est un récit paru au Seuil de Xavier Ricard. La Nata, on l'a un peu suivi en Afrique, un peu chez les Incas, dans la cordillère des Andes. J'ai appris dans son livre qu'il n'y a pas de puce là-haut. Oui. Donc si vous voulez pas, il n'y a pas de puce. C'est-à-dire non, c'est pas ça. Il faut monter très haut pour ne plus en trouver. 5000. Voilà, ouais. Ça. Bon, parce que mon premier séjour dans les Andes, à des altitudes moindres, m'avait livré à l'appétit des puces. Oui, là, j'en avais beaucoup souffert, moi, parce que j'avais fait une réaction allergique extrêmement forte. Aux puces, ouais. Quand vous êtes piqué pendant des nuits entières par des dizaines de puces, vous finissez par être vraiment couvert de boutons. Et ça, vous êtes monté, elles ont disparu. Il y a plus d'animaux, il y a plus d'animaux, il y a plus d'animaux aussi. Il y a les alpagas et les lamas, mais ils vivent pas sous le même toit que les bergers, si je puis dire. Et puis non, ils sont pas sujets aux puces, ils sont sujets à la gale, les problèmes de gale, mais qui se transmettent pas aux humains. Donc ils ont des chiens quand même là-haut. Ils ont des chiens. Ouais. Il y a des chiens. Donc s'il y a des chiens, il peut y avoir des puces. En l'occurrence, écoutez, moi je n'ai plus été piqué par les puces. Il y avait pratiquement plus d'insectes. Alors les choses changent un petit peu actuellement avec le réchauffement climatique. On voit remonter un peu la frontière
la frontière des insectes et aussi des tubercules, parce que progressivement, au fur et à mesure que les terres se réchauffent, on peut cultiver les pommes de terre de plus en plus haut, et le maïs aussi, et la frontière agricole se déplace vers le haut. Alors donc vous avez fait une sorte d'inventaire quand même, vous dites notre planète est soumise au pillage et à la déprédation. Nous y consentons d'autant mieux que cette situation, désormais mondiale et inextricable, est devenue une sorte de milieu naturel où nos initiatives, nos actes individuels trouvent à se loger. La mondialisation contemporaine détermine nos choix et délimite nos horizons, plus certainement que les délibérations de nos assemblées citoyennes. Nous sommes enserrés dans un maillage dont il nous apparaît impossible de sortir. C'est vrai que vous avez travaillé pour Terre Solidaire, après vous êtes revenu, je pense qu'il y a 2-3 ans, vous avez fait l'ENA, de manière à essayer de, c'est ce qu'on discutait pendant la pause, vous avez pris conscience de ce qui se passe sur la planète, et vous avez envie d'apporter votre pierre, on peut dire. Et donc vous avez fait l'ENA et vous travaillez maintenant dans un ministère, c'est ça ? Oui, je travaille au ministère de l'économie et des finances, mais ce que je veux dire, c'est que je pense en effet que nous sommes aujourd'hui inscrits dans un système de production mondialisé, qu'il est très difficile en apparence et même en réalité d'en sortir, parce que il détermine pratiquement tous les objets de consommation que nous avons sous les yeux au quotidien. Et de ce point de vue, en quelque sorte, nous avons perdu la capacité de déterminer nos choix en autonomie. On n'a plus de véritable maîtrise de notre destin, puisque les productions, la manière de produire, la manière d'échanger ne sont plus déterminées par des décisions qui seraient prises à échelle humaine, enfin en tout cas dans des communautés où l'on peut parfaitement identifier le lieu où la décision est prise et la façon d'en contrôler l'exécution. Au contraire, ces décisions aujourd'hui sont prises par des personnes qui se trouvent à plusieurs milliers de kilomètres parfois du territoire, qui va subir les effets de ces décisions. Alors j'entends par là bien entendu l'extension à la planète tout entière de ce qu'on appelle les chaînes de valeur dans certains secteurs industriels. Par exemple, pour produire une automobile, vous avez des chaînes de valeur qui sont disposés sur des territoires qui ont des dizaines de milliers de kilomètres de distance. Donc ça devient très très difficile d'anticiper les effets de ces décisions, de tenir les décideurs pour responsables des conséquences des décisions qu'ils ont prises. Surtout que vous avez vu les conséquences, vous les avez vues en retournant. Et alors justement, au cours de mes voyages, j'ai pu voir quelles étaient ces conséquences. Par exemple, l'approvisionnement de nos téléphones portables. Vous savez que nos téléphones portables, la miniaturisation, en particulier dans les téléphones, mais enfin aussi ça s'applique aux ordinateurs, etc., n'est possible qu'à la condition d'introduire dans ces objets des matériaux supraconducteurs qui sont en fait qui exigent qu'on extrait du minerai, un certain type de minerai. Alors en l'occurrence le coltan. Le coltan qui est extrait. Il y a peu d'endroits au monde où on trouve du coltan, et entre autres un des endroits qui est le plus riche de ce minerai, c'est le Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda et le Burundi. Et donc évidemment dans ces pays où par ailleurs l'État est défaillant, vous avez de véritables guérillas du coltan qui se partagent ce commerce dans des conditions vraiment abominables, avec tout ce qu'on peut imaginer de violence et d'instabilité. Et nous, comme on peut pas directement intervenir sur la situation au Congo, on est un petit peu innocent, dans le sens qu'on consomme des téléphones sans véritablement savoir tout ce qu'a coûté la production de ces téléphones. Donc évidemment, il y a un devoir de responsabilité planétaire, mais on a le sentiment qu'il n'est plus à la portée de l'individu, parce que justement,
l'individu dépend pour la satisfaction de ses besoins quotidiens d'un appareil de production qui est démesuré par rapport à l'échelle de sa responsabilité individuelle. Et comme vous ne pouvez pas non plus vous soustraire totalement à l'acte de consommation, parce que les téléphones sont devenus absolument indispensables, on peut plus vivre sans portable, il n'y a plus de téléphone public dans les rues, donc si vous n'avez plus de téléphone portable, vous pouvez plus non plus entrer en rapport avec vos concitoyens. Donc cette contrainte nous établit dans une espèce de rapport d'impuissance qui est évidemment source d'énormément de frustration, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses que nous devrions faire pour que la planète tourne rond, et en même temps on voit que nous sommes de plus en plus incapables de les mener à bien à notre échelle. Donc il y a évidemment une réorganisation, disons, de l'économie tout entière qui est requise pour que les personnes puissent récupérer le sentiment de maîtrise de leur destin. Alors vous dites à la page 307, l'un des principaux problèmes écologiques posés à l'humanité est celui des rapports entre la qualité de la vie d'une génération à l'autre, et plus particulièrement celui de la répartition de la dot de l'humanité entre toutes les générations. La science économique ne peut même pas songer à traiter ce problème. Le seul moyen de protéger les générations à venir à tout le moins de la consommation excessive des ressources pendant l'abondance actuelle, c'est de nous rééduquer de façon à ressentir quelque empathie pour les êtres humains futurs, de la même façon que nous nous sommes intéressés au bien-être de nos voisins contemporains. C'est ce que vous essayez de faire, mais je pense que vous repartirez finalement. Ça doit être très difficile d'être un sédentaire quand on a vécu la vie que vous nous montrez dans cette Blanche et la Terre. Et une question que je voulais vous poser, parce qu'il reste pas beaucoup de temps, à un moment où vous avez un personnage qui a de l'arthrose, parce qu'il y a beaucoup de guérisseurs et tout, il a de l'arthrose, et il va voir un chaman, un Altumisaya, voilà, oui. Qui lui dit qu'il a sûrement marché sur une tombe, sur une sépulture oubliée, et que finalement, enfin c'est une belle histoire. Et alors pour soigner son arthrose, vous dites qu'il le fouette. Oui. Okay. Mais vous nous dites pas après si ça a marché ou pas, parce que vous le ramenez, il est tout courbaturé. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché, oui. Il a fini par pouvoir remarcher. Il était vraiment perclus de rhumatisme, hein, il souffrait énormément. Alors évidemment, la part de traitement qui est directement imputable à cette espèce de comment dirais-je, c'est pas un électrochoc, mais enfin oui, il y a une forme de secousse imprimée par les coups de fouet, de stimulation. Ça va être la nouvelle manière de soigner les arthritiques. Voilà, mais en même temps, évidemment, avec de l'ortie. Oui. L'Altumisaya avait aussi pris soin de lui prescrire toute une série de potions et d'onguents. La question, en réalité, elle porte surtout sur le fait que en traitant sur un mode magique ou sur un mode rituel une maladie que nous aurions tendance à traiter sur un mode exclusivement somatique ou physique. Ils prennent la loi des contraires aussi. C'est très homopathique, là. Oui, alors voilà, il y a des principes de chaud, de froid, d'équilibre, etc. Donc quand vous êtes sujet à une maladie qui est catégorisée ou répertoriée comme une maladie chaude, vous prenez des simples qui sont répertoriés comme froids pour établir des équilibres. Mais là, en l'occurrence, on allait au-delà de cette conception du traitement par équilibre. Et ce que l'on cherchait à identifier, c'est la cause surnaturelle de la maladie. Et on dit effectivement là il y a une crise qui s'explique non plus simplement par des problèmes de déséquilibre physique, mais par l'irruption d'un agent pathogène, en l'occurrence l'esprit de l'ancêtre, qui réclame rétribution ou qui réclame une offrande pour apaiser son courroux. Alors évidemment, on dit souvent que la clé du succès de ce type de traitement, c'est que les maladies sont d'origine psychosomatique. Autrement dit, qu'elles impliquent une composante psychique et que le traitement s'adresse à cette part psychique qui est en fait un désordre mental qui est lié parfois à des situations d'instabilité sociale, de précarité ou à des crises personnelles. C'est en partie vrai, mais ce que je dis dans le livre, c'est qu'à mon avis, il y a plus fondamental encore, c'est-à-dire que en rétablissant
la figure de l'ancêtre, on rétablit toute une cosmologie en quelque sorte qui donne sens au monde et que les hommes ne peuvent pas être en bonne santé lorsque le monde est insensé. Alors, à la page 37, toujours dans la même histoire, vous dites ainsi: la santé du malade dépend en partie de celle de l'univers, des ossements bouleversés dans un tombeau, une maison érigée au mauvais endroit et qui suscite la colère de l'Apu, on n'en a pas parlé, l'Apu, l'omission d'un nom dans la litanie des destinataires des offrandes sacrées, la mauvaise querelle d'un voisin ayant eu recours à un sorcier afin d'obtenir le concours malveillant de quelques apus auxiliaires, comme dans toute société traditionnelle qui ne connaissent pas l'anonymat et conçoivent l'ordre social sur le mode de l'ordre naturel, la maladie est un nœud médulaire disposé au cœur d'un tissu où s'enchevêtrent les chaînes de causalité. Oui. Pourquoi elle est blanche, la Terre ? Elle est blanche parce que... Ah oui, parce que ça a un elle est rapport... dévastée. Donc, Moi, j'ai trouvé dans votre livre qu'elle était blanche raisons. parce qu'elle était pure, c'est la pureté des dieux. Oui. Elle est blanche parce qu'elle est dévastée, elle devient stérile. Et alors, la troisième raison ? Et elle est blanche parce que le sursaut ou la solution repose sur la reconnaissance de cette diversité extraordinaire qu'elle abrite, diversité culturelle, diversité biologique, et que la valeur blanc, dans le spectre, vous savez que le blanc contient toutes les couleurs. Le blanc est la seule couleur qui n'en est pas une en réalité, qui est une valeur. Et donc je dis que nous devons apprendre à conserver cette diversité extraordinaire que recèle la planète, et que si nous le faisons, à ce moment-là, elle deviendra blanche, comme l'est la valeur blanche qui recèle toutes les couleurs. Et donc je pense qu'en effet, nous devons prendre soin à faire de cette maxime: conserve la plus grande diversité possible, à la fois culturelle et biologique, de faire de cette maxime la valeur cardinale, ou disons l'orientation, l'idée régulatrice, dirait Kant, de nos actions. Il y a un très bel hymne au soleil, quand vous, dans votre dernier passage, amoureux d'une étoile, quand l'astre jaillit le matin et que finalement il vous sauve d'une mort certaine encore, parce que vous en avez évité quelques-unes dans votre livre, Xavier Ricard, l'Anata. Ouais, donc comme vous le avez... chat qui a plusieurs vies. Ouais, vraiment. Et c'est vraiment, vous dites quand même que vraiment on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose et que cette terre, elle nous tient, et vous êtes au pic d'une montagne complètement gelée, et il faut que le soleil se lève, sinon ça va pas aller. Oui, nous n'avons que ce petit bout de terre sur lequel nous sommes. Donc ça serait bien de la respecter. Et il faut la sauver de toute urgence, oui, de toute urgence. Elle s'en sortira. C'est peut-être nous. C'est peut-être, oui, elle s'en sortira. Elle pourra vivre longtemps encore, mais évidemment sous des formes qui ne sont plus compatibles avec la vie humaine. Donc, si nous voulons continuer à l'habiter, il va falloir faire en sorte que ce soit possible. Et oui, il y a un hymne à la terre, comme ce rocher auquel nous sommes accrochés, comme une palourde. Ah oui, comme ces moines que vous dites qui ressemblaient à des... Voilà. Ces moines, il y avait dans votre livre un moment où il y a une procession pour aller visiter l'apparition du Christ dans une grotte, je sais pas. Et puis il y a tellement de moines que vous dites ils sont comme des moules accrochés à la montagne. Oui, ce sont des pèlerins plus que des moines. Et les pèlerins, les 60 000 pèlerins qui sont en effet... que des hommes. Dedans, on a des hommes, des femmes, des enfants qui sont tous... qui dorment à même le sol dans cette vallée, et en effet la vallée en est recouverte, et comme ils sont un peu en noir, ça fait comme un banc de moule. Et voilà, c'est un hymne à la terre, c'est un hymne au soleil qui est la seule source d'énergie et de vie dont toutes les autres dépendent. Voilà, une phrase pour terminer l'émission, une citation. Écoutez, peut-être pas une citation, enfin si, remarquez, puisque vous m'y invitez, je pense que comme Albert Camus, on dit il faut imaginer Sisyphe heureux. Je pense que les combats que nous livrons sont des combats dont on peut dire qu'ils sont perdus d'avance. En tout cas, moi je refuse de le croire, et je vois dans l'exercice même de cette démarche de pédagogie, ou en tout cas de partage de mon expérience, une raison de vivre. Merci beaucoup Xavier Ricard, l'Anata blanche et la terre chez Seuil, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci.